C'est une figure incontournable du sionisme révisionniste, écrivain, journaliste et militant infatigable, créateur du mouvement Bétar. Il a conquis sa place parmi les fondateurs de l'État d'Israël entre la génération de Théodore Herzl et celle de David Ben Gourion. Vladimir Jabotinsky, qui a posé des fondations intellectuelles et stratégiques qui continuent d'éclairer les défis d'Israël aujourd'hui. Et ce matin, on découvre ou redécouvre les écrits de cet homme, un livre intitulé « Le mur de fer et autres écrits sionistes », le volume 1 de Pierre Lursa, spécialiste de l'histoire du sionisme. Il va nous en parler, il est avec nous en direct. Bonjour Pierre. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement, on va parler de la publication de ce nouvel ouvrage. Vous êtes passionné d'histoire du sionisme et vous connaissez parfaitement l'histoire de Vladimir Jabotinsky. Mais d'abord, je voulais quand même avoir votre regard sur l'actualité. Aujourd'hui, on l'a dit, il y a toujours 98 otages dans la bande de Gaza. Un accord se profile, apparemment, devrait être annoncé aujourd'hui. Alors, on parle au conditionnel, on reste assez prudent. Un accord qui divise. Pourtant, on a vu que Benyamin Netanyahou a dû rencontrer plusieurs ministres hier et au cours du week-end. Alors pourquoi justement ça divise autant? Quel regard vous portez-vous sur cet accord? On parle de la libération en échange des otages de milliers de prisonniers, de terroristes palestiniens. Oui, je partage le sentiment mitigé de beaucoup d'Israéliens, c'est-à-dire que d'un côté, évidemment, le soulagement de retrouver certains otages qui sont encore vivants, et d'un autre côté, l'inquiétude à la fois parce qu'ils ne vont pas tous être libérés en une seule fois, donc inquiétude sur le sort de ceux qui resteront encore en captivité, on ne sait pas pour combien de temps, et bien sûr aussi l'inquiétude pour le fait que les terroristes libérés vont reprendre leurs activités criminelles. Face au Hamas, il y aurait une seule solution qui serait la bonne, ça serait une reddition totale et complète du Hamas, comme les nazis ont capitulé en 1945. Malheureusement, on n'a pas réussi à obtenir la capitulation du Hamas pour toutes sortes de raisons. Et donc, je pense que c'est ça la raison de ce sentiment mitigé qui est celui de beaucoup d'Israéliens aujourd'hui. Mais alors, la libération de milliers de terroristes, comme on l'a vu pendant l'affaire Shalit, ce serait une erreur de la part d'Israël, selon vous, d'accepter ça? Ça serait, bien sûr, je pense que c'est la raison pour laquelle Benjamin Netanyahou a refusé jusqu'à aujourd'hui de libérer des quantités astronomiques de terroristes comme on avait pu le faire dans le passé à l'époque de l'affaire Shalit. Et aujourd'hui, Netanyahou en a tiré les leçons et c'est pour ça qu'il ne veut pas retomber dans le piège. Et si on est contraint aujourd'hui à libérer à nouveau des milliers de terroristes, évidemment, ça sera très dangereux, ça hypothéquera la sécurité des futures générations et en tout cas pour les futures années pour Israël. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler. Alors on en vient à cet ouvrage que vous publiez, ou plutôt une nouvelle édition de textes de Vladimir Jabotinsky. Vous avez déjà publié sur Golda Meir, sur David Ben Gourion, sur Jabotinsky d'ailleurs aussi déjà auparavant. Pourquoi c'est important pour vous de rendre ces textes accessibles à un lectorat francophone aujourd'hui? Pourquoi c'est important de lire Vladimir Jabotinsky? Eh bien, je dirais que lorsque j'ai fondé la Bibliothèque sioniste il y a quelques années, je pensais qu'il y avait un intérêt surtout historique et pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de notre peuple et de notre pays Israël. Et je dirais que cet intérêt a été renouvelé et est devenu encore plus actuel depuis le 7 octobre parce que tout Israël a ressenti ce besoin de revenir aux fondamentaux du sionisme. Il y a une espèce de retour aux sources en Israël. Pour vous donner un seul exemple, je lisais ce Shabbat qu'il y a des écoles agricoles en Israël qui, en ce moment, sont en train de faire un incroyable comeback, c'est-à-dire que les jeunes Israéliens ont envie d'étudier l'agriculture, ont envie d'étudier dans des écoles agricoles, ce qui montre que les fondements du sionisme sont redevenus actuels d'une manière incroyable, d'une manière tout à fait remarquable. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai voulu rééditer les 3 recueils de Jabotinsky que j'avais déjà publiés, en les regroupant en un seul volume, parce que je pense que Jabotinsky, parmi tous les pères fondateurs, hein, mon intérêt pour le père fondateur ne se limite pas à lui, mais je pense qu'il est sans doute un des plus actuels aujourd'hui, à la fois sur des questions stratégiques et sur tous les autres sujets qui sont abordés dans ce livre. Alors justement, vous parlez de 3 thèmes centraux pour Vladimir Jabotinsky. Alors on va les détailler. Il y a le mur de fer, il y a la philosophie sociale de la Bible hébraïque et puis aussi l'équilibre entre le caractère juif de l'État et ses principes démocratiques. Alors d'abord sur le mur de fer, Vladimir Jabotinsky insistait déjà il y a des décennies de cela sur l'importance d'une défense militaire solide pour garantir la pérennité de l'État juif.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être avec vos mots ce qu'est cette fameuse symbolique du mur de fer? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, le mur de fer, c'est le concept le plus fameux de Jabotinsky et qu'il est devenu encore plus depuis le 7 octobre parce que tout d'un coup, je dirais que quasiment tout Israël a compris que la barrière intelligente, entre guillemets, et le dôme d'acier, c'était pas du tout la solution face à Gaza et c'était en fait le contraire du mur de fer. Le mur de fer, ça veut dire la dissuasion et ça veut dire aussi la capacité de faire comprendre à nos ennemis qu'ils n'ont aucune chance de nous annihiler. Et c'est ça que nos ennemis avaient oublié. C'est pour ça qu'ils ont lancé l'attaque du 7 octobre, parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient nous vaincre. Comme avait dit aussi le dirigeant du Hezbollah qu'on a liquidé entre-temps, Israël, il l'avait comparé à une toile d'araignée. Et donc, quand nous sommes apparus dans une situation de faiblesse face à nos ennemis, c'est là que nous avons quelque part ouvert la porte à ces attaques meurtrières. Et donc, il faut restaurer la capacité de dissuasion qui est à la fois psychologique et militaire, qui comporte de nombreux aspects, mais dont l'aspect principal, c'est de faire comprendre à nos ennemis qu'ils n'ont aucune chance contre nous. Et c'est cette capacité de dissuasion, donc c'est ce mur de fer que nous sommes en train de restaurer aujourd'hui au prix évidemment de la vie de beaucoup de nos jeunes soldats. Oui, selon vous, justement, ce mur de fer est en train d'être rétabli, cette dissuasion militaire, parce qu'Israël gagne contre le Hamas, a gagné contre le Hezbollah, hein, c'est ça, Pierre? Oui, toutes les victoires militaires de ces derniers mois contribuent à restaurer la dissuasion d'Israël. Et quelque part, je dirais que l'illusion mortelle dans laquelle on a vécu pendant plusieurs décennies, qui faisait suite aux accords d'Oslo, c'était de croire que de simples accords de paix sur le papier qui ne valaient pas beaucoup plus que l'encre avec laquelle ils avaient été écrits pouvaient nous protéger contre des ennemis déterminés à nous détruire. Et cette illusion mortelle s'est dissipée le 7 octobre. Et aujourd'hui, nous sommes revenus aux fondamentaux du sionisme. Et un de ces fondamentaux, c'est le mur de fer de Jabotinsky. Alors l'autre thème central aussi des écrits de Vladimir Jabotinsky, on l'a dit, c'est la philosophie sociale de la Bible hébraïque, c'est-à-dire la façon d'articuler sa vision de la justice sociale et en même temps son sionisme, hein, c'est ça? Oui, alors c'est un aspect très original de la pensée de Jabotinsky. Certains connaissent la fameuse théorie des 5 M, les 5 mots qui commencent par mem en hébreu, les 5 mem, mazon, mador, etc., qui veut dire qu'il y a une obligation pour l'État d'assurer un minimum à tous ses citoyens. Et donc, on ne peut pas se contenter d'une situation dans laquelle soit il y a des Israéliens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, où il y a des enfants dont les parents ne peuvent pas leur payer des études, etc. Donc, ce genre de situation est totalement aberrante aux yeux de Jabotinsky, qui considère sans être socialiste, donc il a rejeté à la fois le socialisme et aussi le capitalisme sauvage pour essayer d'élaborer une troisième voie. Et ce qui est original, c'est que cette troisième voie, elle repose finalement sur la Bible. Et donc, Jabotinsky, qui était un lecteur assidu de la Bible, un peu comme Ben Gurion, eh bien, il a remis au goût du jour les idées bibliques de l'APA, du Yovel, le jubilé, c'est-à-dire l'idée que finalement, il faut de temps en temps remettre les compteurs à zéro et permettre à tous les Israéliens d'avoir un niveau de vie décent. Donc promouvoir des idées bibliques, mais en sachant aussi que Vladimir Jabotinsky était profondément laïque, je crois, comme beaucoup des fondateurs de l'État d'Israël. Alors c'est intéressant parce que ça nous mène au troisième thème, Pierre, justement, que vous mettez en avant. Oui, absolument. Alors, profondément laïque, je crois que Jabotinsky, tout comme Ben Gurion, que j'ai redécouvert récemment en traduisant son livre sur le messianisme, ou plutôt ses textes sur le messianisme, eh bien, l'un comme l'autre était habité par la Bible, était habité par la vision ce que Ben Gurion appelle le messianisme, c'est-à-dire la vocation messianique d'Israël, et ce que Jabotinsky lui appelle plutôt le sionisme suprême. Et dans les deux cas, cette vision repose sur les textes des prophètes. Donc, tous les deux étaient habités par les textes des prophètes. Et chez Jabotinsky, qu'effectivement, on considère en général comme un juif totalement laïque, eh bien, j'ai découvert en traduisant ces textes sur État et religion qu'il attachait une grande importance au caractère juif de l'État. C'est-à-dire que finalement, il y a une distinction qu'on a peut-être un petit peu oubliée ces dernières années en Israël, c'est qu'on peut à la fois être un partisan d'une liberté individuelle totale, comme Jabotinsky l'était, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut chez lui, il n'y a aucune coercition religieuse. Et d'un autre côté, il est important que l'État d'Israël mette en avant les symboles du judaïsme dans l'espace public, dans les cérémonies publiques. Donc, c'est ça le caractère juif de l'État. Contrairement à ce que disent les anti-religieux forcenés, le caractère juif de l'État,
ça n'a rien à voir avec la coercition religieuse. Ça veut dire simplement que nous sommes un État juif et que dans l'espace public, c'est important de mettre en avant ce caractère juif. Et cela n'a aucune conséquence pour ce que fait chaque Israélien dans son domicile privé. Alors, une dernière question très rapidement pour terminer. Pierre, c'est intéressant aussi d'avoir votre point de vue sur la situation actuelle. Est-ce qu'on a su perpétuer cet héritage de Vladimir Jabotinsky aujourd'hui dans la société israélienne? Alors, on parle de rétablissement de dissuasion militaire, le fameux mur de fer. Qui sont les héritiers, si tant est qu'il y en ait, de Vladimir Jabotinsky aujourd'hui sur la scène politique en Israël? Eh bien, je dirais que avant le 7 octobre, c'était une question qui me paraissait difficile. On voyait pas vraiment qui pouvait être l'héritier de Jabotinsky. Et aujourd'hui, je pense que depuis le 7 octobre, je pense que Netanyahou est quelque part lui aussi a fait ce retour aux sources dont je parlais tout à l'heure, et que quelque part il est redevenu fidèle à l'héritage de Jabotinsky qu'il a reçu par le biais de son père Ben-Zion Netanyahou, qui a été à un moment le secrétaire entre guillemets de Jabotinsky. Donc quelque part tout comme l'ensemble des Israéliens qui ont renoué avec les racines du sionisme, Netanyahou lui aussi a renoué quelque part avec ses racines familiales. Et à mes yeux, il est aujourd'hui le fidèle héritier de Jabotinsky. L'héritier naturel, en tout cas, sur vous. le sujet du mur de fer. Sur le sujet du mur de fer, peut-être pas sur le sujet de la politique sociale, c'est peut-être un autre point. Eh bien, on aura l'occasion de développer ce point peut-être une autre fois. Merci beaucoup Pierre Lurçat d'avoir été avec nous. On peut retrouver donc votre livre, le premier volume des écrits sionistes en français de Vladimir Jabotinsky, Le mur de fer et autres écrits sionistes. À très bientôt.